Je vais vous faire voyager un peu puisque je vais vous présenter un travail qu'on fait au Vietnam. C'est évidemment plusieurs équipes qui travaillent ensemble et moi je m'occupe plus de la partie addicto et psychiatrique. Alors là on ne voit pas bien sur la photo, mais elle a son importance, il y a beaucoup de monde, mais surtout il y a beaucoup de personnes qui sont des personnes clés dans tout ce qu'on fait au Vietnam, qui sont des associations d'autosupport et qui sont donc une quarantaine qui sont embauchés dans ce projet et qui font, on va le voir, une grande partie du travail. Donc c'est important parce que sans ça, ça ne fonctionnerait pas du tout, je pense. Donc ce que je vais vous présenter, c'est le développement d'un accès aux soins psychiatriques alternatifs aux dispositifs habituels de soins psychiatriques au Vietnam. On y reviendra, mais qui est un peu compliqué d'accès. À support communautaire, c'est-à-dire les associations d'autosupport avec lesquelles on travaille, pour les usagers de drogue, injecteurs de la ville de Haiphong. Alors Haiphong, c'est la troisième ville du Vietnam, c'est le grand port du Nord-Vietnam, et il y a 2 millions d'habitants à peu près, et c'est une des zones du Vietnam où il y avait la plus forte prévalence de VIH chez les usagers de drogue injecteurs. Alors voilà, c'est ce qu'on voit ici. Donc vous voyez là, il y a différentes villes du Vietnam. Haiphong est ici. La prévalence était c'était en quelle année? En 2013, de 43,5% de VIH chez les usagers de drogue injecteurs, en sachant que c'était beaucoup plus élevé dans les années précédentes, mais que ces gens-là sont décédés depuis, évidemment. Et à la différence des pays voisins que sont le Cambodge ou la Thaïlande, l'épidémie de VIH s'est vraiment développée avec l'usage de drogue et transmise par les pratiques d'injection essentiellement, même si c'est plus tout à fait vrai maintenant. À Haiphong, on estime qu'il y a à peu près 10 000 usagers de drogue pour une population de 2 millions d'habitants, avec injection d'héroïne majoritaire. Alors 10 000, c'est pour l'ensemble des usagers. On a fait avec une procédure de capture-recapture, une estimation assez précise du nombre d'usagers de drogue injecteurs qui sera autour de 5 500 à peu près. Alors, avant de passer à la partie psychiatrique, je suis obligé de vous présenter un peu le dispositif dans son ensemble parce que c'est vraiment un projet qui est intriqué dans le dispositif général du projet DRIVE, qui est ce projet qui se fait à Haiphong. Donc l'objectif, c'est d'évaluer l'impact sur la prévalence de la virémie, VIH donc, à Haiphong, d'une intervention innovante à support communautaire combinant un dépistage VIH de masse par étude répondante drive-in sampling, c'est-à-dire c'est le principe boule de neige, on donne des coupons à des usagers qui sont des graines, qu'on appelle graines, et qui diffusent ça dans la communauté aux autres usagers, qui eux-mêmes reçoivent des coupons, et il y a une espèce de phénomène de boule de neige qui peut aller très vite pour les usagers de drogue et qui est la meilleure manière finalement d'accéder aux populations un peu cachées qui sont difficiles d'accès sinon. Donc dépistage VIH de masse, on va le voir dans le design de l'étude, mais de manière annuelle, on fait un recrutement de 1500 usagers de drogue injecteurs à chaque fois, de cette manière-là, et on fait à chaque fois un dépistage VIH, hépatite, etc. Pour identifier bien sûr les usagers de drogue VIH+, avec un soutien important par les pairs, donc pour l'accès aux antirétroviraux, puisque dans la ville de Haiphong, il y a un certain nombre de cliniques VIH qui permettent un accès aux antirétroviraux assez rapide, et de cliniques méthadone aussi. Il y a 13 cliniques méthadone dans cette ville. Donc le projet s'est fait en 2 phases. Une première qui était une phase de faisabilité, sur la faisabilité de recruter une cohorte d'usagers de drogue injecteurs, et la deuxième, si cette faisabilité était probante, de mettre en place le suivi d'une cohorte recrutée à travers ce recrutement par respondant drive-in sampling répété. En pratique, ce qui s'est passé dans Driving, c'est qu'en 3 semaines, on a recruté 600 personnes, donc ce qui était un peu affolant parce qu'on ne pensait pas que ça marcherait aussi bien. Et ce qui veut dire qu'on a eu la police aussi sec sur le présent parce qu'il y avait sur 2 sites une concentration de 50 à 60 usagers de drogue injecteurs à chaque fois, chaque jour, ce qui posait un peu problème évidemment. Alors, c'est un partenariat avec la faculté de médecine de Haiphong, l'Agence nationale de recherche sur le sida et l'hépatite virale, donc qui est agence autonome de l'INSERM,
Le NIDA, donc, qui est la partie du ministère de la Santé américain qui est dédiée aux drogues. SCDI, qui est centrale parce que c'est une association non gouvernementale, une organisation non gouvernementale vietnamienne qui fédère l'ensemble des associations d'autosupport sur le territoire et avec qui on travaille énormément sur ce projet. Donc adossé aux associations d'autosupport, que ce soit usagers de drogue, mais aussi travailleurs du sexe et hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, puisque une partie de cette population, et bien sûr, est aussi injectrice de drogue. Alors, le design, donc, ces études transversales RDS, donc, pour la phase de faisabilité, donc drive-in 600 usagers de drogue injecteurs, avec une représentativité des populations à haut risque, des injecteurs récents, des hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes et des travailleurs du sexe. Et les critères, c'était des personnes qui soient usagères injectrices de drogue, avec contrôle par les marques d'injection et des drogues présentes dans les urines. Donc je vous l'ai dit, 580 en moins de 3 semaines. Et ensuite suivi d'une cohorte de 250 personnes sur une période de 12 mois, aussi pour voir quelle était notre capacité à orienter les gens vers les cliniques VIH et les dispositifs méthadone. Avec des questionnaires sur les pratiques à risque, le suivi sérologique, l'orientation vers le dispositif de soins, donc je vous l'ai dit, et une étude plus qualitative pour essayer d'identifier de manière plus précise s'il y a des obstacles où ils se situent. Alors, les principaux résultats, donc 100% étaient injecteurs d'héroïne, 25% fumeurs de méthamphétamine, donc méthamphétamine qu'on voit peu en France, qu'on voit beaucoup en Amérique du Nord, en Australie et en Asie du Sud-Est. Et ce qui est à noter, c'est qu'entre cette faisabilité et la situation actuelle, cette proportion d'usagers de méthamphétamine a doublé, c'est-à-dire qu'ils sont 50% à en consommer parmi les injecteurs de drogue, et c'est pas sans poser de problème important, parce que c'est une drogue relativement banalisée, qui est associée à des troubles psychiatriques extrêmement fréquents, ce qui explique un peu la suite aussi, et à des pratiques sexuelles notamment à haut risque, parce que c'est une drogue de la convivialité, mais aussi des pratiques sexuelles de groupe et de la prostitution, avec souvent une perte de contrôle et une exposition au VIH. Donc 25% étaient VIH+, 67% avaient une hépatite C, 23% étant co-infectés, et pour le VIH, en un an, on n'a vu aucun cas de contamination pour le VIH, ce qui s'est répété depuis, c'est-à-dire qu'on a eu en tout maintenant sur une période d'à peu près 4 ans, on a une cohorte maintenant d'à peu près 1700 personnes usagères de drogue injectrices qui sont suivies régulièrement. Il y a une seule personne qui s'est contaminée pour le VIH, ce qui veut dire, j'anticipe un peu, mais que l'épidémie de VIH, elle est contrôlée à peu près dans cette population, en tout cas à Haiphong au Vietnam. Parce qu'il y a un bon accès aux cliniques méthadone, il y a un bon accès aux antirétroviraux et aux outils de réduction des risques, le programme d'échange de seringues, etc. Par contre, pour l'hépatite C, c'est pas ça du tout, avec beaucoup de séroconversions. Et donc là, j'en parle pas, mais on a développé aussi un projet qui permet d'accéder à 1000 usagers de drogue, donc à peu près la totalité de ceux de la cohorte, au traitement VHC qui est en cours actuellement. Et là, sur la cascade de soins, ce qu'on peut voir, c'est que là où le plus gros gap existe, c'est sur la question du dépistage, du repérage des personnes VIH+. Beaucoup ignoraient leur statut et découvrent leur statut dans l'étude, ce qui est évidemment un vrai problème puisqu'ils ne sont pas encore orientés vers les soins et potentiellement contaminants pour les autres usagers de drogue s'ils ont des pratiques de partage de matériel. L'accès aux soins est relativement correct, mais on va y revenir après, en sachant que l'objectif pour ce qui est du VIH qu'on s'était fixé, c'est celui des Nations Unies, c'est-à-dire 90% des personnes VIH qui connaissent leur statut, 90% de ceux qui connaissent leur statut qui sont traités pour le VIH, et 90% de ceux qui sont traités pour le VIH qui aient une charge virale indétectable, donc qui soient non contaminants a priori. Alors, les troubles psychiatriques, donc on le sait, bon j'y reviens brièvement, mais c'est associé à un accès tardif au dépistage et à l'initiation des traitements pour le VIH, à un risque accru de contamination pour le VIH et pour le VHC. Il y a un article là dans AIDS, l'importante revue AIDS, qui vient de sortir sur justement les liens entre santé mentale et VIH, en disant que c'est l'une des dernières choses
à compléter dans les dispositifs, puisque ça participe considérablement à l'amélioration des soins pour le VIH. À une moins bonne adhérence aux antirétroviraux au traitement par méthadone, à la progression du VIH, à une réponse virologique réduite, à une mortalité accrue et une dégradation de la qualité de vie. Donc autant de raisons qui font que c'est une question qui doit être concernée. Alors sur les personnes, les 250 personnes qui ont été suivies dans la cohorte, on a évalué avec le MINI, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un instrument standardisé pour évaluer la présence actuelle ou vie entière de troubles psychiatriques, justement quelle était la fréquence de ces troubles psychiatriques. Alors, c'est pas une vraie étude de prévalence, puisque c'est des gens qui ont été suivis pendant 12 mois, qui ont eu accès à la méthadone, donc forcément qui ont bénéficié de soins qui améliorent leur état de santé par rapport à des usagers standards. Mais 188 sur 194, puisque 194 étaient encore suivis à 12 mois, ont accepté, et 25% présentaient un trouble psychiatrique, surtout les troubles dépressifs et les troubles anxieux, mais aussi des éléments psychotiques qui ont leur importance dans le contexte de consommation importante de méthamphétamine, et 10% avaient plusieurs troubles psychiatriques simultanés. Le problème, c'est que sur ces personnes, il y en avait 14 qui nécessitaient des soins urgents, soit parce qu'ils présentaient un trouble dépressif vraiment sévère, un risque suicidaire, ou des troubles psychotiques, un trouble psychotique important, mais en pratique, aucun ne s'est présenté au département de psychiatrie. C'est les psychiatres qui ont fait passer, qu'on a formés, qui ont fait passer le MINI, qui les ont rencontrés pendant l'évaluation, en leur proposant de faire un suivi ensuite dans le département de psychiatrie. Aucun n'a accepté. Donc, ou a accepté mais n'est jamais venu. Les principaux motifs, c'était le coût des traitements ou de l'hospitalisation, puisque en dehors de la schizophrénie et de l'épilepsie, où les soins sont pris en charge intégralement par le système de santé vietnamien, les autres, c'est pas pris en charge. Donc il y a toujours une part à payer, et évidemment cette population n'est pas celle qui est la plus fortunée, donc pour eux c'est déjà un premier obstacle. En sachant qu'avec le diagnostic de schizophrénie, ça élimine automatiquement ceux pour lesquels il y a un usage de drogue, puisque ça interfère avec dans les critères DSM avec le critère proprement dit, puisqu'il y a un contexte d'usage de drogue de schizophrénie. D'autres barrières structurelles, notamment chez les travailleuses du sexe, ça c'est une étude qualitative qui l'a montré, qui ont une autonomie réduite, pour lesquelles aller en consultation en journée alors qu'elles se reposent représente une perte financière aussi si elles viennent à ce moment-là ou dans les heures où c'est possible. Une stigmatisation de la psychiatrie et des soins psychiatriques importantes, mais ça c'est partagé un peu partout. Un refus du diagnostic ou d'accepter la nécessité des soins. Et un centrage sur les produits. Quand on est injecteur d'héroïne et très dépendant, les troubles psychiatriques ne sont pas forcément au premier plan. Donc là, il apparaissait assez clairement qu'il fallait développer une intervention spécifique. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que au Vietnam, donc dans toutes les cliniques méthadone, il n'y a pas un seul psychiatre qui intervient, que les médecins sont absolument pas formés au repérage des troubles psychiatriques et n'ont pas le droit de toute façon de prescrire un psychotrope. Le système de soins est compliqué au Vietnam, mais ce qui veut dire qu'aucun patient n'est traité dans les structures spécialisées pour les addictions. Les psychiatres sont présents uniquement dans le département de psychiatrie, et ils n'en sortent pas, puisqu'ils sont évidemment, ils sont peu nombreux, ils ont énormément de travail dans ces structures. Et donc, je l'ai dit, les soins sont gratuits que pour les schizophrènes ou les patients épileptiques. Alors maintenant, donc ça c'était la phase de faisabilité. Dans la phase proprement dite, alors je vais essayer de passer rapidement parce que c'est pas ça le centre de l'étude, mais il faut comprendre un peu ce qu'on fait. Donc, je vous ai dit, il y a cette respondent driven sampling initiale, 1500 personnes rencontrées, et un recrutement de patients chez les VIH- et chez les VIH+. Au bout d'un an, donc un suivi bien sûr de la cohorte ici, de ce VIH- et de ce VIH+, VIH+, et VIH-, une deuxième RDS, au bout d'un an, une troisième, là on a passé la troisième, et on est en train de faire la visite du 30e mois avec une finale qui sera la RDS 4 qui permettra d'évaluer finalement quelle est l'efficacité de l'ensemble de l'intervention sur 3 ou 4 ans. Alors, donc là, il y a un CBO, c'est Community Based Organization, c'est les associations d'autosupport qui interviennent à tous ces niveaux en orientant vers les soins, les traitements de substitution, les outils de réduction des risques pour ceux qui sont VIH-. La même chose pour les VIH+,
mais en plus les référents aux cliniques VIH pour qu'ils soient pris en charge sur ce plan-là. Donc, et à terme, l'objectif c'est de mesurer l'incidence du VIH et de l'hépatite C, et aussi la cascade de soins et la charge virale communautaire, je dirais, des usagers de drogue injecteurs pour le VIH. Voilà, donc le principal objectif c'est la prévalence de la virémie, en espérant une réduction de 50%, en sachant que vu qu'il n'y en a quasiment pas, donc d'incidence, c'est vite réglé. Voilà. Ah oui, pardon, pour la virémie. Mais pour l'incidence, on espère qu'elle sera inférieure à 0,5 pour 100 personnes année. Bon, on va y revenir après. Et bon, ça c'est les objectifs secondaires, mais je passe puisque c'est pas l'objet. Juste pour vous dire en termes de chiffres, pour la RDS1, au lieu de 1500 personnes, on en a eu 1383, mais on a recruté 485 personnes dans la cohorte de VIH- et 387 dans ce VIH+, en sachant que c'est survenu simultanément avec une politique nationale des pouvoirs publics de faire la chasse aux usagers de drogue et de les enfermer à ce moment-là. Donc les usagers de drogue avaient beaucoup de mal à venir, on a eu pas mal de mal à recruter à ce moment-là. Par contre, on n'a pas eu de mal pour la RDS2, on a pu compléter encore la cohorte. Et à RDS3, où on a eu 1445 personnes qui sont venues et un recrutement de nouveau de sujets VIH- et de sujets VIH+. Donc c'est là où on en est actuellement à peu près. Donc ce qui fait qu'au total, on a théoriquement dans la cohorte 1700 personnes, VIH- ou VIH+, qui sont suivis à IFONG. Alors, pour parler un peu de cette implication des associations d'autosupport, tout ce qui est accueil est fait par les associations d'autosupport, l'enregistrement est fait par les associations d'autosupport, avec un lecteur d'empreintes digitales sur 2 sites, qui permet de s'assurer que c'est bien la personne en question qui était suivie et les reconnaître, parce que ça fait du monde. Les critères d'éligibilité, c'est les associations d'autosupport. Le consentement, c'est les médecins de la faculté de médecine de Haiphong. Les questionnaires, au début, c'était que les médecins de la fac de médecine de Haiphong, et on s'est rendu compte que pour les usagers, notamment sur les pratiques d'injection, enfin d'usage de drogue, et surtout les pratiques sexuelles, les usagers avaient du mal à répondre aux médecins, et donc depuis maintenant, c'est uniquement les usagers, les associations d'autosupport qui font passer les questionnaires. Pour le testing, évidemment, c'est des infirmières. Pour la remise, donc les patients, les usagers sont rémunérés quand ils viennent. Ils ont un défraiement pour les frais de déplacement en plus, une petite somme en plus. Sur les coupons, etc., les rendez-vous, c'est les associations d'autosupport. Le suivi, c'est aussi eux. De même que le lien avec les soins, que ce soit méthadone ou VIH, et la réduction des risques, distribution de matériel de réduction des risques. On a fait des flyers concernant la méthamphétamine, etc., parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui sont associées à ça, et pour pouvoir les sensibiliser aux risques psychiatriques et aux conséquences de son usage. Alors maintenant, l'intervention psychiatrique proprement dit, elle est articulée autour de 3 choses. Le développement de soins courants pour les sujets inclus dans la cohorte Drive. Donc c'est quelque chose qui s'est imposé à nous parce qu'on a vu des gens aller extrêmement mal, qui refusaient les soins, d'aller au département de santé mentale, et ça nous posait vraiment un problème, à moi en particulier, mais à tous mes collègues aussi. La validation d'un outil de dépistage communautaire des troubles mentaux, qui permettent, je dirais à terme, dans une question de pérennisation d'intervention, de donner un outil aux associations d'autosupport pour communiquer avec les usagers, mais aussi de faire un dépistage simplifié en population générale pour eux. Et ensuite, évaluer l'impact d'une intervention psychiatrique au sein de cette cohorte d'usagers de drogue injecteurs en impliquant les psychiatres du département de santé mentale, donc qui ont largement joué le jeu maintenant, et dont une qui fait sa thèse de science là-dessus. Alors, le développement des soins courants pour les sujets inclus dans la cohorte Drive, juste pour vous donner un peu une idée, on a fait une analyse sur à la visite du 6e mois, du 12e mois et du 18e mois, sur la prévalence estimée, puisque c'est avec des outils imparfaits, mais la prévalence estimée de la dépression, des troubles psychotiques et des risques suicidaires,
et quels étaient les facteurs associés à ces éléments-là. Donc vous voyez, la dépression, c'était 14%. Si on prend chaque visite comme étant un événement indépendant, en utilisant l'échelle CESD, mais une forme réduite qui est à 8 items, donc qui n'est pas parfaite, mais qui est mieux que rien. Les symptômes psychotiques en reprenant des questions du MINI qui sont dans inclus, et que maintenant ce sont les associations d'autosupport qui font passer, et les questions sur le risque suicidaire. Et ce qu'on voit, donc les symptômes psychotiques, donc c'est leur actuel, en mettant des critères quand même qui sont assez fiables, puisque au moins 2 questions positives sur des questions d'hallucination, de syndrome persécutif, etc. On a 5% de cette population qui en présente des symptômes actifs, et quand on met on demande une réponse positive à un seul item, on a plus de 10%, ce qui est évidemment anormalement élevé et qui est tout à fait lié, comme on le voit après, à la prise de méthamphétamine. Donc ICE, c'est méthamphétamine. Il y a un lien très fort entre les symptômes psychotiques et la consommation de méthamphétamine, alors que être inclus dans un programme méthadone a plutôt un effet protecteur. Pour ce qui est de la dépression, il y a un effet protecteur de la méthadone, évidemment d'avoir un travail, et un effet aggravant aussi, enfin en tout cas associé à un risque plus élevé de présenter une dépression, et aussi un effet de visite, c'est-à-dire qui se comprend assez facilement, puisqu'on avait commencé à mettre en place une intervention de psychiatre à partir du 6e mois, qui peut rencontrer ceux qui vont les plus mal, et plus on avance dans les visites, moins le taux de dépression est élevé. Et pour le risque suicidaire, évidemment, la méthadone continue à apparaître comme un élément clé de la prise en charge de ces patients, puisque c'est aussi un effet protecteur. Alors, les éléments d'intervention, d'abord c'est une unité de temps et de lieu. Les psychiatres, il y a une psychiatre qui était plus spécialisée dans la prise en charge des comorbidités addictives, des troubles psychiatriques, et donc qui maintenant a une unité spécifique là-dessus à Haiphong, et qui au début intervenait seul, et au fur et à mesure, maintenant il y a 5 psychiatres qui interviennent sur les 2 sites communautaires, avec une évaluation et un diagnostic sur place, une prescription sur place et une remise gratuite des traitements au moment de la consultation. C'est-à-dire qu'on a une mini-pharmacie qui est présente dans les lieux communautaires, et quand le médecin, le psychiatre indique un traitement, on remet au patient le traitement jusqu'à la prochaine visite, et un suivi sur site qui est fait par le psychiatre également. Les associations d'autosupport, eux, ont un rôle toujours central dans le référencement vers le VIH et la méthadone, vers les cliniques VIH et la méthadone. L'ouverture de droits, parce qu'une grande majorité n'ont pas de droits ouverts, ce qui pose un vrai problème parce qu'ils sont en marge de tout. Certains n'ont même pas de pièce d'identité, notamment les femmes, notamment celles qui sont travailleuses du sexe, parce qu'elles ont changé de région, et au Vietnam, le déplacement de région est un phénomène relativement contrôlé, et donc très souvent, elles n'ont aucune identité légale dans la ville de Haiphong. La remise d'outils de réduction des risques concernant les pratiques d'injection, les pratiques sexuelles, information préservatif, et aussi sur les méthamphétamines, une information sur l'usage de substances, les soins, un rappel des rendez-vous, un défraiement pour les déplacements. On leur remet une somme qui permet, pour ceux qui habitent loin, et ceux qui habitent à Haiphong aussi, de prendre en charge les frais de déplacement, et de rappeler les rendez-vous et de suivre les usagers, parfois à la maison, quand c'est nécessaire. Et les médecins de santé publique, eux, ont été formés aux outils de repérage, puisqu'à chaque visite, on a des outils, on l'a vu, le CESD dans sa forme réduite, et des questions sur le suicide qui sont posées à ces usagers, pour les orienter vers le psychiatre. Voilà, là c'est un peu pour vous donner un peu une structuration. Bon, c'est difficilement lisible, mais c'est pour vous donner une idée de comment on a structuré dans le temps l'intervention auprès de ces populations, en sachant on a vraiment commencé à mettre quelque chose en place à la visite du 6e mois de la cohorte Drive. Donc avant, il n'y avait rien du tout, si ce n'est vraiment quand il y avait un cas catastrophique, une orientation vers un psychiatre. Mais donc on l'a vu, il s'y rend déjà. Mais au fur et à mesure, on a structuré les choses pour qu'il y ait une présence de plus en plus stable pendant les visites de suivi de la cohorte, et même entre les visites de la cohorte, où il y a un psychiatre qui est là
une demi-journée par semaine dans chaque centre communautaire. Alors, la première chose, donc on en a parlé, développement d'un outil de dépistage communautaire. Donc c'était permettre d'identifier au mieux les usagers nécessitant une orientation vers un psychiatre. Donc un outil relativement sensible qui permet ce qui n'est pas simple évidemment en psychiatrie. D'offrir un outil aussi qui permette aux pairs d'aborder la question de la santé mentale et de déstigmatiser les manifestations psychiatriques et le recours aux soins. Parce que évidemment le premier problème c'est que les usagers eux-mêmes repéraient bien qu'ils avaient des pairs qui allaient très mal, mais ils ne savaient pas du tout comment aborder la question, comment en parler, etc. Donc c'est aussi une manière d'être en capacité d'aborder la question avec les usagers. On a fait évidemment des sessions d'information importantes avec les membres des associations d'autosupport pour arriver à ça aussi. Donc, outil adapté aussi aux caractéristiques de cette population, fortement consommatrice de méthamphétamine. Donc il fallait évidemment qu'il y ait des questions portant sur les troubles psychotiques, puisque c'est une problématique très courante. Donc moi je fais des consultations auprès de patients qu'on voit là-bas, et c'est une problématique vraiment courante, qui peut être très fugace, mais qui peut être durable, en sachant que chez ceux qui sont des consommateurs réguliers de méthamphétamine, il y en a entre 5 et 15% qui développent des troubles psychotiques chroniques, indépendants de la prise de méthamphétamine, qui perdurent après l'arrêt de la prise de méthamphétamine. Donc en sachant que ces troubles psychotiques, ces symptômes psychotiques, sont présents chez entre un tiers et la moitié des patients qui sont usagers réguliers de méthamphétamine. Donc c'est quand même très important. Entre un quart et un tiers, pardon. Entre un quart et un tiers. Alors, initialement, l'outil, c'était une combinaison de 11 questions, 4 sur le repérage des troubles anxieux et des troubles dépressifs, qui est un outil utilisé en soins primaires, le PHQ-4, qui est un outil classique, 2 questions sur le suicide, et 5 questions sur les troubles psychotiques, qui émanaient du MINI, et qu'on a réduit à 3 ensuite, qui étaient les plus pertinents. Et on a fait passer ce questionnaire, donc cet outil de dépistage, c'est les associations d'autosupport qui l'ont fait passer dans une des visites de suivi, la visite du 18e mois, auprès de 458 sujets sur les 873 qui constituaient la cohorte à l'époque, qui a augmenté depuis. C'est pseudo-randomisé, puisqu'en pratique, c'était en fonction de la présence des psychiatres qui étaient là à mi-temps. Donc, ils voyaient tous ceux qui se présentaient, et donc on a une relative représentativité par rapport à cette cohorte. Et par ailleurs, les psychiatres étaient présents sur place et faisaient un examen via le MINI complet cette fois-ci, et un examen clinique qui permettait de valider, de s'assurer, donner leur impression clinique par rapport à ça. Il y en avait 142 parmi les 458 qui avaient déjà bénéficié d'un suivi dans les 18 mois antérieurs, et au cours des 24 derniers mois, dont 55 avaient bénéficié d'un traitement en fait. Alors voilà ce que ça donne. Donc dépression, on a retrouvé un taux de 20% à peu près. Ça c'est avec MINI et examen clinique, donc pas avec l'outil de dépistage, mais avec un examen plus structuré. 12,4% avaient un syndrome psychotique à l'examen, donc c'est vraiment important, et 17% avaient un risque suicidaire. Et là, quand on regarde ce que donnait cet outil par rapport à confronter au MINI complet, complet sur ces diagnostics, et l'examen clinique, on retrouvait une sensibilité de 75%, bon, ce qui veut dire qu'il y a 25% qui ne sont pas repérés, une spécificité de 91%, une valeur prédictive positive qui est pas excellente, mais qui n'est pas catastrophique non plus. Par contre, une valeur prédictive négative, c'est-à-dire la capacité, l'assurance que ceux qui ne sont pas dépistés par cet outil sont réellement indemnes d'un trouble psychique, qui est de 91%, qui est plutôt pas trop mal. Donc c'est un outil qui, a priori, en tout cas dans cette population, peut fonctionner. Donc on a fait une petite analyse de sensibilité, qui est un peu compliquée à voir, mais on comprend assez vite. Donc là, on a les 458 sujets pour lesquels on a l'ensemble des données, avec cette sensibilité et spécificité dont je vous ai parlé. Si on regarde sur ceux qui ont été évalués par un psychiatre, c'est-à-dire qui avaient déjà un screening qui était positif avec les outils basiques qu'on avait, donc il y avait des symptômes un peu plus présents, on retrouve une sensibilité qui est plutôt meilleure, avec une spécificité qui est
qui est un peu moins bonne, enfin qui reste correcte. Bon, on l'a pas fait chez ce traité, puisqu'avec le traitement, évidemment, ça modifie complètement l'expression des symptômes. Mais chez ceux non traités, donc qui avaient été repérés comme ayant potentiellement des troubles, mais qui ne nécessitaient pas un traitement, ou qui refusaient un traitement, en termes de sensibilité, c'est 81%, et de spécificité, 85%. Par contre, ceux qui n'avaient jamais été évalués par un psychiatre, on retrouvait, alors ceux jamais évalués par un psychiatre, ça veut dire qu'ils avaient une symptomatologie, a priori, qui était suffisamment faible pour ne pas déclencher un screening positif avec les outils basiques qu'on avait, donc il y avait moins de chances évidemment de présenter un trouble psychiatrique et une symptomatologie plus faible. Et là, effectivement, du coup, les chiffres sont beaucoup moins bons en termes de sensibilité, plutôt meilleurs en termes de spécificité. Donc ça, évidemment, c'est pas suffisant. On est en train de faire la même chose sur une population d'usagers à Hanoï qui sont des usagers essentiellement de méthamphétamine, qui peuvent être aussi l'héroïne, et peut-être on va le faire dans un autre pays d'Asie du Sud-Est, mais ça, c'est pas encore sûr. Voilà. Alors, maintenant, sur la question proprement dite de l'évaluation de l'impact de l'intervention psychiatrique, c'est la cohorte DriveMind là, qu'on a commencé à recruter depuis à peu près un mois. L'objectif, c'est d'évaluer l'impact d'une intervention psychiatrique développée au plan communautaire pour une population d'usagers de drogue injecteurs présentant des troubles psychiatriques inclus dans un suivi de cohorte de 12 mois. C'est-à-dire que donc on a validé cet outil de dépistage à la visite du 18e mois, on a fait un deuxième recrutement, voilà, c'est plus simple que... Non, c'est pas 18e mois, c'est 24e mois. La cohorte est initiée à la visite du 30e mois sur l'ensemble de la cohorte, 1200 attendus sur 1700 à peu près. Elle est constituée de 1700 personnes, mais on sait qu'on va en perdre 25 à peu près, 25 à 30%. Et qu'on aura à peu près 300 personnes incluses dans DriveMind, donc la cohorte psychiatrique, si on s'en tient à ce qu'on a eu sur les précédentes visites. Ils sont suivis pendant 12 mois et on évalue à la fin de ces 12 mois l'impact en termes de prise en charge psychiatrique de ces personnes. En sachant qu'à la RDS 3, qui était juste avant la visite du 30e mois, on a favorisé le recrutement de gens qui avaient potentiellement des troubles psychiatriques en utilisant l'outil de screening là, que je vous ai présenté, et en les surreprésentant dans cette population. Et à la RDS 4, on va faire une étude globale de prévalence sur l'ensemble des personnes, où là, ça va mobiliser beaucoup de temps de psychiatres pour évaluer quelle est vraiment, sur une population recrutée, donc théoriquement représentative de ce type de population, la réalité des troubles psychiatriques, notamment dépressifs et psychotiques. Alors, donc là, le pré-recrutement, donc ça je vous l'ai dit, RDS 3, c'était en octobre-janvier 2018, en référant tous les patients qui avaient cet outil de screening, bref, positif au psychiatre pour une pré-inclusion à la visite du 30e mois dans la cohorte. Donc 1557 sujets au total, 710 nouveaux, parce que dans ces visites RDS, dans ces études transversales RDS, c'est ouvert, c'est-à-dire ceux qui sont déjà suivis dans la cohorte peuvent se représenter dans cette visite RDS. Je ne sais pas si vous avez peut-être du mal à suivre, c'est un peu compliqué le design, mais en pratique, ça veut dire qu'on a dans chaque visite RDS qui est annuelle, à peu près la moitié qui sont des gens qui sont déjà suivis dans la cohorte et qui se représentent à la visite RDS. Donc on en avait 489 qui avaient un screening qui était positif, 306 qui ont été évalués par un psychiatre, les autres n'ont pas attendu ou le psychiatre n'était pas là à ce moment-là, et 203 qui ont été évalués comme présentant un trouble psychiatrique par les psychiatres. Donc ils ont tous été orientés vers la visite de recrutement au 30e mois, qui a débuté il y a quelques semaines, qui cumule la cohorte du 24e mois plus les nouveaux patients inclus à RDS, donc théoriquement 1700 personnes. Donc ceux qui seront inclus dans cette cohorte sont tous ceux qui ont un trouble psychiatrique identifié par les psychiatres après avoir été screenés à cette visite, ou qui ont déjà été inclus dans la cohorte sans suivi psychiatrique antérieur ou avec un suivi antérieur
mais avec des troubles toujours cliniquement significatifs. Évidemment, tous ceux qui ont déjà été pris en charge et traités ne sont pas inclus dans la cohorte, puisqu'ils ont déjà le bénéfice de cette intervention, et évidemment, ils vont modifier complètement ce qui ne veut pas dire qu'ils ne seront pas suivis, bien sûr, mais ils ne seront pas inclus dans la cohorte. Alors là, sur l'intervention, c'est la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec l'intervention des psychiatres sur site, remettant les traitements et proposant le suivi sur site, les associations communautaires qui font le même travail que ce que je vous ai écrit tout à l'heure, et les médecins de santé publique, une fois de plus, reformés aux outils de repérage. Mais en plus, donc, il y a une formation plus approfondie sur la gestion des effets psychiatriques et des méthamphétamines pour les psychiatres, parce que c'est une question compliquée finalement pour les psychiatres. Ok, on constate des troubles psychotiques, des symptômes psychotiques, mais est-ce que ces gens doivent être traités? Est-ce qu'ils ne doivent pas être traités? Est-ce que la recommandation c'est d'arrêter les méthamphétamines uniquement, etc., etc. Donc de discuter cliniquement autour de ces situations qui ne sont pas aussi claires que ça, mine de rien, et où il y a peu de consensus à ce niveau-là. Formation des associations communautaires aussi sur la santé mentale, sur les principaux symptômes psychiatriques, sur les principaux traitements et leurs effets secondaires, l'importance de l'adhérence au traitement, que ce soit psychiatrique mais aussi pour les autres traitements, les effets des méthamphétamines sur la santé mentale et l'animation de groupes de patients avec une identification de référents psy pour ces associations d'autosupport qui sont eux-mêmes des membres de ces associations, mais à qui on a donné une formation un peu plus approfondie, notamment en termes d'intervention familiale. La famille, c'est quelque chose d'extrêmement important au Vietnam, et la plupart de ces usagers, sauf quand ils sont déplacés de ville ou de région, continuent à être en lien avec leurs familles, qui sont évidemment désespérées par la situation, mais donc l'intervention auprès des familles est très importante. Et donc ça, on a des collègues qui sont venus et qui ont fait de la formation sur l'entretien motivationnel, sur l'intervention familiale auprès de ces associations et des professionnels, et aussi pour qu'ils soient capables de faire d'être l'interface avec les psychiatres et de proposer un soutien individuel, sans parler de psychothérapie, mais qu'ils soient capables de vraiment se proposer un soutien aux usagers, qu'il soit ce qu'on appelle en termes anglo-saxons un case manager, pour s'assurer, pour notamment les situations les plus sévères, qu'il y ait un réel suivi de ces personnes-là. Une augmentation du paiement des frais de déplacement, ceux qui ont des troubles psychiatriques sont souvent ceux qui ont encore moins de ressources que les autres, et des réunions hebdomadaires dans les sites communautaires sur les cas les plus sévères pour s'assurer, avec la coordination des psychiatres, qu'ils ne sont pas perdus de vue et qu'ils sont bien suivis. Alors, c'est des gens qui seront suivis pendant 1 an, avec une visite de cohorte à M6 et M12, mais qui continuent à être suivis par les psychiatres qui les revoient régulièrement quand c'est nécessaire. Les outils d'évaluation, c'est le MINI, qui est donc cet entretien structuré pour le repérage des troubles psychiatriques, l'impression clinique globale qui permet de donner une appréciation assez simplifiée du bénéfice de l'intervention, et une échelle sur l'état de santé perçu par ces personnes, et les outils d'évaluation qui sont inclus dans la cohorte proprement dite, puisqu'ils restent dans la cohorte Drive aussi, l'usage de drogue, la sexualité, l'accès aux soins, la situation sociale, le test VIH et VHC, et des tests urinaires pour les drogues, donc qui sont des tests qu'on fait venir de France pour évaluer quelle est la nature des produits qui sont pris. Le critère d'impact, c'est la proportion d'usagers de drogue injecteurs inclus dans les soins psychiatriques et la proportion de ceux maintenus dans les soins au bout de 12 mois, la proportion présentant une amélioration significative de leur situation clinique mesurée par cette échelle d'évaluation globale, une évaluation de la perception de l'état de santé au début et en fin d'intervention, une comparaison aussi aux populations qu'on va recouper, soit qui sont sorties, qui n'ont pas été inclus dans la cohorte, mais qui avaient des troubles psy et qu'on recapturera à travers la dernière Respondent Driven Sampling, épisode de Respondent Driven Sampling, et la proportion de troubles psychiatriques chez les sujets inclus dans la cohorte Drive comparativement aux nouveaux patients recrutés dans la RDS4. Donc essayer d'avoir plusieurs indicateurs et de caractériser ces populations au fur et à mesure pour en donner des indications au pouvoir public sur quelle est la meilleure manière d'essayer d'accéder à ces populations. Voilà, juste, donc ça évidemment j'ai pas les résultats. Pour l'instant, en 3-4 semaines, il y a 790 usagers quasiment
donc 47% qui sont revenus pour M30 et on en inclut donc 126 patients pour l'instant dans la cohorte psy. Donc on peut escompter qu'on est à peu près dans les chiffres qu'on estimait, peut-être un petit peu moins. On sera aux alentours de 300 personnes qui seront suivies dans les, pendant un an. Voilà. Merci. Vous avez des questions? Merci beaucoup Laurent. En fait, j'ai plusieurs questions. Il y a des trucs que j'ai pas bien pigé dans cette présentation. C'est la procédure de recrutement RDS qui est passée un peu vite. Ouais. Moi, j'ai pas été suffisamment attentif. Tu as parlé de coupons, d'effets boule de neige, de sujets qui ont donné un paquet de coupons qui les distribuaient. J'ai pas compris de quoi il s'agissait avec ces coupons et finalement comment le recrutement se fait lors des 4 vagues. Cette procédure, elle doit être Alors, ouais. Elle doit être, comment dire, normalisée, standardisée, j'imagine, et connue, mais pas de moi. Peut-être que je peux te poser toutes mes questions. Vas-y. J'avais l'impression que dans ce milieu vietnamien, il y avait une place éminente des associations d'autosupport. Donc tu connais bien le coin, tu connais bien le coin ici. Il y a une grosse différence dans la place des associations d'entraide ou d'autosupport entre les deux pays. Et s'il y a quelque chose à dire là-dessus. Et puis si tu pouvais revenir rapidement sur l'étude Cali que tu as faite, ça concernait les seuls patients à qui on a recommandé d'aller vers les soins psychiatriques et qui n'y sont pas allés. Vous avez fait une étude Cali sur les raisons. C'est pas... Ouais. Alors, sur le respondent driven sampling, le principe, c'est que les associations d'autosupport, donc usagers de drogue, travailleurs du sexe, hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, identifient ce qu'on appelle des graines, c'est-à-dire des personnes qui sont des usagers actifs, et leur donnent à chacun 3 coupons. Avec pour mission de distribuer ces coupons à leurs pairs, ceux de leur communauté d'usagers, pour qu'ils les diffusent au sein de cette communauté. Et pour chaque personne qui revient avec un coupon qui lui a été donné, on redonne 3 coupons. Et ils sont bien sûr payés, ils ont un bénéfice, ils sont payés s'ils rapportent, s'ils recrutent. Et donc, alors l'argent bien sûr joue un rôle énorme, mais ça marche extrêmement bien. Et donc, alors en France on n'a pas trop l'habitude de ça, mais n'empêche que là ça marche de manière spectaculaire au point que c'en était affolant au début. On sait que les premiers jours des visites, ça va être entre 60 et 70 personnes qui vont venir sur les 2 sites, donc c'est énorme. Après ça s'estompe heureusement un peu, mais c'est des jours chocs quoi, pour les associations d'autosupport. Et donc c'est pour ça qu'on parle de phénomène boule de neige, c'est-à-dire qu'avec la diffusion des coupons, chaque personne recrutée distribue 3 coupons qui recrutent 3 personnes, qui elle-même ont recruté 3 personnes. Et alors, il y a un papier qui a été fait sur ce... Donc c'est très standardisé, cette procédure de respondent driven sampling. Et dans le cadre de Drive, on a fait un papier là-dessus. C'est Don Desjarlais qui l'a fait, donc qui est un peu le pape de tout ce qui est VIH et usage de drogue, et qui donc qui montre très bien l'avantage, c'est que ça permet avec cette méthode d'identifier les réseaux qui ont été recrutés. C'est-à-dire que tu peux, les coupons sont numérotés, et donc tu relis tous les coupons à la personne source initiale, et tu as un arbre de diffusion qui te permet de voir la dynamique de réseau des usagers proprement dit. On a fait la même chose pour une autre étude qu'on fait au Vietnam chez des jeunes usagers de drogue qui vivent dans la rue. Et là, je peux te dire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que pour la Drive, c'est un arbre, c'est-à-dire que ça part comme ça va à une vitesse phénoménale, et chaque personne recrute sans difficulté 3 personnes qui recrutent eux-mêmes sans difficulté 3 personnes. Pour les jeunes usagers, c'est un fil. C'est-à-dire chaque personne recrute 1 ou 2 personnes qui elles-mêmes à peine arrivent à recruter une personne. On arrive à suivre, donc on a une très bonne idée de la difficulté aussi
on peut rencontrer dans les recrutements avec ça. Donc c'est vraiment, pour les populations cachées, c'est vraiment difficile d'accès, c'est vraiment une technique, bon je ne suis pas un spécialiste, hein, franchement c'est eux qui maîtrisent bien le truc, mais c'est frappant de voir avec quelle facilité on arrive à recruter des populations difficiles d'accès, sauf peut-être c'est plus compliqué pour les travailleurs du sexe. Genre de grandeur de l'incentive financier? Oh, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais ça doit être 3 $, un truc comme ça. Donc c'est pas des sommes non plus délirantes, hein, mais ce qui représente quand même au moins une dose journalière pour un usager. On va pas se faire d'illusions sur ce qu'ils font de l'argent qui est remis, mais bon, voilà. Les associations d'autosupport? Alors les associations d'autosupport, alors c'est le jour et la nuit entre la France et le Vietnam, ça c'est clair. Les associations d'autosupport sont très institutionnelles, très dans la réflexion sur les politiques de soins en France, alors que les associations d'autosupport au Vietnam, c'est des usagers au service des usagers. C'est-à-dire que, enfin je dis pas qu'en France c'est pas ça, mais c'est d'une autre manière, et ils sont dans l'approche très concrète et le développement de services très concrets aux usagers eux-mêmes. C'est ultra actif, il y en a dans tous les domaines. Les transgenres, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, les jeunes usagers de drogue, les travailleurs du sexe, les travailleuses du sexe. Il y a un ensemble et il y a une grande, un événement annuel qui est organisé notamment en partie par l'association avec laquelle on travaille, qui fédère toutes ces associations, qui a un truc gigantesque avec des centaines de personnes, une dynamique très puissante, et ils sont invités à toutes les réunions où il y a une discussion sur les politiques concernant l'usage de drogue. Donc ça, ceux qui gèrent les associations d'autosupport y veillent, et donc moi je travaille régulièrement avec eux, et dans toute l'élaboration des protocoles qu'on a fait, ils sont consultés là-dessus. Et c'est-à-dire qu'on leur présente ce qu'on imagine comme procédure, et ils disent non, ça ne marchera pas, enfin ils disent très vite ce qui, de manière pragmatique, leur paraît pouvoir marcher et ne paraît pas pouvoir marcher, et surtout ils ont des suggestions qui sont éminemment importantes très souvent, quoi. Donc c'est vraiment une dynamique intéressante, mais je pense que c'est comme ça dans énormément de pays en voie de développement ou à niveau de développement intermédiaire, où de toute façon le dispositif de soins n'est pas en capacité de faire face aux besoins. Et là, pour l'usage de drogue, c'est très clair au Vietnam. Ils ont des cliniques méthadone, il y a 50 000 personnes traitées par méthadone au Vietnam, mais il n'y a que la méthadone. C'est-à-dire que le reste, avec les méthamphétamines qui arrivent, ils se rendent compte que le traitement repose, la prise en charge repose sur une intervention psychosociale, mais que personne n'a les compétences pour le faire. Alors on a développé un diplôme universitaire de formation en addicto pour justement donner des compétences, et aussi une formation avec le soutien de l'ambassade de France pour une formation de formateurs dans chaque principale fac du Vietnam pour qu'il y ait des personnes ressources qui fassent elles-mêmes de la formation et qui la diffusent. Mais il y a un besoin énorme. Mais en tout cas, les associations d'autosupport qui ont leur savoir personnel sur l'usage de drogue et qui sont à peu près tous sortis d'un usage en tout cas non contrôlé, jouent un rôle majeur dans les soins. L'engagement est bénévole? Alors non, là les 40 personnes là, qui sont... les 40 personnes qui bossent avec nous, qui sont recrutées plein temps, sont tous payés. Ils sont tous payés par les fonds de la recherche ou par le Fonds mondial qui les finance, parce que c'est une manière d'accéder aux usagers, aux dispositifs de soins, etc. Donc c'est des gens qui sont professionnalisés en fait avec le temps. Alors iPhone c'est particulier parce que c'est très très développé. J'en ai rencontré à Hanoï, j'en ai rencontré à Saigon. C'est moins organisé, c'est plus artisanal, ça n'empêche pas qu'ils sont très pros dans la manière dont ils travaillent avec leur communauté d'usagers.